présente pas Michel de Cobu. Vous connaissez tous ou presque tous son livre, bien sûr. Et j'aimerais tout d'abord, ça paraît peut-être un peu didactique ou un peu primaire, partir de la couverture du livre. Seul et seul. Michel, une chose me frappe, c'est qu'entre seul et seul, il y a quelque chose, il y a une esperluette. Oui. Pourquoi? Enfin, je sais pas, hein. Il faut demander ça à l'éditeur. Ah, c'est l'éditeur qui est là. Il est là. Il a voulu, il a... Moi, je travaille pas ce soir. Ah, mon Dieu. Disons une esperluette, c'est simplement la conjonction et, on a écrit d'une autre façon, puisque les copistes au Moyen-Âge avaient énormément à écrire, ils simplifiaient, ils ont fondu le E et le T en une seule lettre. Si on regarde bien, c'est un E et un T entrecroisés. Et qui a dit de toute façon, hein, mais c'est d'habitude le E, on emploie le E, c'est tout. Ici, seul et seul, moi ça m'a fait songer un tout petit peu au livre de Georges Sand sur ses amours avec Alfred de Musset et à la réponse du frère d'Alfred à Georges. Mais ici, c'est pas du tout la même un antagonisme, c'est au contraire un lien assez fort, je pense, entre les deux personnages. Et voilà donc, seul et seul. Mais nous allons entrer directement peut-être dans le livre. Si tu veux, si tu veux. Tu vas Ça commence par, de façon très banale, dans une agence matrimoniale. Oui, ça commence avant ça. Hein. Oui. Seul et seul, je n'ai pas voulu donner des prénoms pour ne pas tomber dans le romanesque, Paul et Virginie. C'est bien connu, ou d'autres livres qui commencent comme cela. J'ai bien aimé le signe graphique, l'esperluette, c'est très sobre, c'est le minimum, et seul, c'est le minimum aussi. Donc ce sont deux personnages minimalistes. Et le premier, seul, c'est un homme qui a 75 ans, qui vit en dehors. Parmi les autres, bien sûr, c'est un peu l'étranger de Camus avec 50 ans en plus. Il a sa vie intérieure, mais il ne partage pas. C'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui réfléchit tout le temps, qui voyage, qui lit énormément. Et à un moment donné de sa vie, donc à 75 ans, il se dit, voilà, ma vie est ratée. Je n'ai pas fait beaucoup de choses intéressantes. Ma vie manque d'éclat, manque de lumière, elle manque de beaucoup de choses. Et alors, il va réfléchir vraiment longtemps sur ce qu'il peut faire pour corriger ce manque, ce vide. Et il va se lancer 3 défis. Je crois que tu as peut-être certainement une question à poser à ce sujet. Non, vas-y. 3 défis. Bon, ce ne sont pas des défis évidemment grandioses. Ce sont des défis qui correspondent à ce qu'il n'a jamais fait. Et il se dit, bon, à mon âge, je peux tout de même oser faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Alors, le premier défi, c'est un défi amoureux, un défi sexuel. Donc, il a vécu seul. Il a eu quelques aventures après ses études, mais il a choisi de ne pas s'encombrer d'une femme, d'une compagne, parce que, d'abord, il est devenu très triste à un moment donné, parce qu'il a perdu ses parents. Ses parents ont été asphyxiés dans leur salle de bain. Donc, depuis ce moment-là, il a considéré qu'il était différent. Et les lectures qu'il a faites, les contacts qu'il a eus à gauche, à droite, au collège, à l'université, ont renforcé son individualisme. Il s'est dit, je ne suis pas comme les autres. Donc, il a continué à croire qu'il était différent, une sorte d'étranger, petit à petit. Mais ça a des limites, bien sûr. Il s'est rendu compte qu'à 75 ans, il fallait faire quelque chose. Donc, dans ce domaine-là, il n'avait pas beaucoup de choix. Et finalement, il a suivi la voie habituelle. D'abord, les sites de rencontres, et puis l'agence matrimoniale. Et c'est là, donc, qu'il a, au bout de pas mal de contacts et de désillusions, qu'il a rencontré donc seul.
Mais, je veux dire, ce livre a suscité pas mal d'interprétations. J'en connais quelques-unes, et moi-même, je l'ai lu 2 fois en tout cas. Et en plus, j'y ai beaucoup pensé, et j'ai trouvé au moins 5 ou 6 interprétations possibles. C'est pas tout simple. Partons du rendu sol, si tu veux. Une agence matrimoniale. Il y a là des commères, hein, qui vont parfois l'intéresser. Les entretiens ne se passeront pas très bien. Et la femme qu'il va rencontrer, à laquelle il va s'attacher quand même, hein, c'est la toute dernière, parce qu'elle non plus est arrivée à la fin de son abonnement. À la fin de l'abonnement, oui. C'est bon, on peut l'appeler. Et elle se disposait à stopper l'affaire, quoi. Et tu cites là, maintenant, comment lui, le héros, apparaît-il aux yeux du monde, aux yeux de l'extérieur? C'est quelque chose d'assez important encore, parce que certaines interprétations, et moi-même j'y ai pensé à certains moments, prenaient lui, le héros, comme Michel de Cobu, presque. Et puis je me suis dit, ben non, il y a quelque chose qui ne colle pas là. Il y a l'impression d'être, tu sais, quand on fait un tenon, une mortaise, ça doit vraiment tenir, mais là, ça, quelque chose qui cloche. Et ce qui me frappe un petit peu, que je trouve à gauche, à droite, c'est à certains moments, ton héros se déprécie lui-même. Oui. Avec un certain humour, mais il insiste sur sa vieillesse, sur certaines de ses manies, et ça rejoint un petit peu ce que disait, non, on doit se poser la question, certaines des femmes qu'il a rencontrées à l'agence matrimoniale l'ont pris pour un pervers narcissique. Alors, quel rapport y aurait-il entre Michel Ducobu et un pervers narcissique? Aucun, Oui. je vous rassure. Et alors, ce qui est assez fort, qui revient à un moment donné, c'est une sorte de frilosité vis-à-vis de l'eau et de ses pieds, les pieds dans l'eau. Tu te rappelles? À un moment donné, il dit qu'il supporte très mal d'avoir les pieds mouillés. Et là, c'est vraiment, c'est pas du tout un pervers narcissique, c'est un petit bourgeois très, très minutieux et très, comment dire, très sensible. En écrivant ce livre, j'ai tout fait pour que ce ne soit pas un roman autobiographique. C'est le piège dans lequel tombent beaucoup d'écrivains, surtout aujourd'hui. J'ai voulu faire, tu parlais d'un héros, ce n'est pas un héros, évidemment, ce n'est pas non plus un anti-héros, c'est un personnage. C'est un personnage qui va représenter, à mes yeux, d'abord la difficulté d'être, la difficulté de s'entendre avec tout le monde, la difficulté de croire, la difficulté de vivre sans religion, sans morale particulière, sauf peut-être la morale de Nietzsche, au-delà du bien et du mal. Il est assez nietzschéen dans le sens que ce qui compte avant tout pour lui, c'est la clairvoyance, la lucidité. Ça compte avant tout. Donc, à force de vouloir comprendre les gens, il ne peut plus vivre avec eux. Donc, il a choisi de vivre finalement seul. Ça lui convient plus ou moins bien. Heureux, il ne l'est pas. Malheureux non plus. Il est lui-même. C'est-à-dire, il est étranger. C'est-à-dire qu'il est avec les autres et en même temps, il a sa vie mystérieuse, intérieure et tout à fait, comment dirais-je, il ne sait pas la partager facilement. Alors, le thème de l'eau, en fait, c'est le deuxième défi qu'il va se lancer. Il n'est pas bon nageur, il sait nager. Il va nager de temps en temps, bien sûr, mais il veut justement dépasser ses limites. Et son deuxième défi, c'est de franchir le fleuve. Alors le fleuve, si vous me connaissez bien, vous savez de quel fleuve il s'agit. Il coule en dessous de la maison que j'habite. Donc j'ai écrit ce livre constamment avec la vision du fleuve, et on a parlé de la forêt en face, la forêt de Dale. Et je me suis dit, voilà un défi que ce bonhomme aura beaucoup de mal à réussir, à vaincre. Et finalement, il va s'y mettre d'une manière obstinée parce qu'il veut absolument être quelqu'un, disons, de différent de l'intellectuel, je dirais, étroit qu'il a été. Donc, en fait, il a peur de l'eau. Il a peur de l'eau et son défi ne va pas être quelque chose d'extraordinaire. Je n'en dis pas plus, bien sûr. Vous lirez le livre, vous verrez bien. Mais en fait,
c'est un homme qui est vraiment à l'écart, qui a une vie tout à fait particulière, et j'ai voulu qu'il incarne l'homme qui a du mal à vivre, hein, qui se bat avec ses propres moyens, qui sont des moyens intellectuels, mais qui ne parvient pas à être complet. C'est ça le gros problème d'un intellectuel qui a tellement lu, tellement réfléchi, qu'il se rend compte de toutes ses limites. Donc il veut terminer en fait, pas en beauté, mais de manière différente. Et son deuxième défi, donc, ça sera traverser le fleuve. Vous y verrez bien sûr n'importe quel symbole, c'est bien connu, la traversée du fleuve, le Styx, etc. Donc, Et le cheval Bayard. et le cheval Bayard, si tu veux, ça, Oui, ils sont là-dessus. Hein. ça concerne les chevaux plutôt Oui. que les... Aussi la chevalerie. Oui. En fait, voilà, c'est donc un personnage qui est très difficile à cerner. J'ai mis peut-être mes idées, j'ai mis beaucoup de lecture également dans ce personnage qui est très cultivé. Il était fonctionnaire au ministère de la Culture, donc il avait tout le temps de lire. C'est aussi un hommage que j'envoie de manière très humble à Albert Camus, qui est un auteur que j'ai adoré et que j'ai eu la chance en tant que professeur d'expliquer chaque année pendant près de 30 ans, grâce à son livre L'étranger, qui est pour moi le livre le plus important peut-être de la littérature moderne. Donc voilà, il y a beaucoup de choses dans ce livre, mais je vous rassure, je n'y suis pas. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Bien, justement, là je pensais te dire qu'à la seconde lecture, ce qui m'a frappé, c'est que le personnage de Louis tient assez peu de place par rapport à elle. Et qu'on n'a pas assez parlé, pas assez compris. Moi-même, je n'avais pas assez compris à la première lecture que c'était elle qui était le personnage central, et non pas lui. Ce qui pose tout à fait le côté autobiographique. Ils sont importants tous les deux. Oui, bien sûr. Mais seulement, en fait, tu parles, beaucoup plus longuement et en profondeur d'elle, de ce qu'elle a vécu, que de ce que lui a vécu. Oui, en fait, lui, il n'a rien vécu. Il n'a rien vécu sinon sa profession de fonctionnaire, très monotone, très banale. Ce qu'il a vécu, c'est intérieurement, grâce à ses lectures et grâce à ses voyages. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'à 75 ans, il veut vraiment vivre autre chose, c'est-à-dire connaître physiquement une femme et savoir ce que c'est que vraiment l'amour. Mais elle, c'est tout à fait différent. Elle est plus jeune que lui, elle a une cinquantaine d'années. 60, oui. Début des 60. À la fin des années 50, oui. Et alors, elle a vraiment vécu, mais des choses terribles. C'est une victime. Elle a été donc violée par son père pendant plusieurs années, à partir de l'âge de 9 ans, après le décès de sa propre mère. Et ça l'a littéralement brisée, ça l'a écrabouillée. Et après, donc, après les études qu'elle a abandonnées, elle aussi, elle est restée donc, je dirais, éprise de sa propre liberté, ne voulant plus rien partager, d'abord avec les hommes, bien sûr, sinon avec ses collègues, mais elle est restée avec cette force ultime, c'est-à-dire jamais plus ça ne se représentera. Jamais plus je n'appartiendrai à un bourreau, à quelqu'un qui se servira de moi comme un simple objet. Donc voilà, le personnage est un personnage plein de révolte, mais qui est aussi très secrète, très discrète, qui ne va pas manifester en rue, rien du tout. Elle a une petite vie, elle écrit des articles dans une revue d'art. Et c'est elle qu'il va rencontrer, et c'est avec elle qu'il va faire une partie du chemin. Et ce qui me frappe alors, et ce qui pour moi est le plus beau passage du livre, c'est la dernière page, la page 140. Après que lui s'est suicidé en se jetant dans le rocher, sans qu'elle puisse le voir, il y a vraiment qu'il y a là une sorte de, comment dire, de rachat, que lui a racheté en quelque sorte ce qu'elle a souffert, en la rendant heureuse, parce qu'ils ont été heureux ensemble pendant un certain temps. Et alors après, Marie, son nom paraît quand même... Tu racontes tout le livre, là. Oui, non, j'essaie de le comprendre, c'est assez subtil quand même. Marie, elle est, entre guillemets, sauvée, parce qu'elle a connu l'amour réellement avec quelqu'un. Ça n'a pas duré très longtemps. On nous demanderons après pourquoi ça n'a pas duré très longtemps. Je vous dis simplement ceci. Donc, après une période de douleur, où elle souffre de son départ, de son décès,
elle va recommencer à vivre. Et c'est en liaison d'ailleurs avec ce thème de l'eau dont nous avons parlé. Marie lève la tête, la première étoile a percé la nuit, la fenêtre de l'appartement sera ouverte, elle entendra le murmure de la mer qui y pénètre à petites vagues blanches. Tu es venu, le vœu de vivre avait un corps, il creusait la nuit lourde, il caressait les ombres. Ce sont deux vers de Paul Éluard. Et je crois que pour moi, c'est ça qui finalement, ce personnage qui était enfermé dans son passé, lui donc, tout d'un coup va connaître aussi l'amour avec elle, mais c'est peut-être là la question cachée, si je puis dire. Il s'est rendu compte aussi que ce bonheur intense ne pouvait pas durer très longtemps. Oui, lui est essentiellement pessimiste, comme vous l'avez compris. C'est même un nihiliste aussi. Il ne croit en rien, sinon dans la valeur de l'intellect. Donc cet homme a appris beaucoup avec cette femme. Il a appris d'abord à ne pas être invasif, à la respecter, à l'écouter, à la regarder, à prendre son avis sur tout. Et ça lui a fait un bien fou. Il a compris finalement que le salut pour un homme qui est désespéré au départ, c'est la femme. Mais pas n'importe qui. C'est une femme comme lui qui a souffert énormément et qui va lui apporter petit à petit. C'est un livre de situation. C'est pas un roman d'amour classique avec des épisodes, etc. C'est simplement ici des situations qui se succèdent où l'on voit les progrès que l'un et l'autre vont faire grâce à cette vertu qu'ils ont tous les deux, qui est celle de l'écoute, de la patience, du respect. Bon, évidemment, tu as déjà dévoilé le dénouement du livre, peu importe. C'est ça qui me paraissait justement oui. Le nœud du problème. Le problème pour lui, qui s'appelle Frédéric, comme son maître à penser, Frédéric Nietzsche, le problème pour lui, c'est que il vit sans espoir. Il sait parfaitement bien que la comédie humaine aura une fin un jour. Il faut s'arranger avec ça. C'est très dur, c'est très difficile. Et peut-être aussi a-t-il eu, certains moments dans sa vie, l'impression de ne plus être maître de lui, d'être trop lucide, d'être trop à la recherche de la vérité, et de ne plus se connaître lui-même. Et c'est ce qui va se passer d'ailleurs. Il va être victime de pulsions à un moment donné qui seront plus fortes que lui, et ça va provoquer donc ce dont tu as parlé. Donc lui, il rate son histoire, alors que finalement il aurait très bien pu la réussir, puisqu'ils s'entendaient très très bien tous les deux, mais malheureusement il y a un destin. Le destin, ce n'est pas une idée vague, hein. Le destin existe, et le destin l'a frappé. Je pense que le destin frappe les meilleurs, ceux qui voient clair, hein, ceux qui savent que bon, la vie n'est pas un jeu très facile. Donc, il incarne en quelque sorte le maudit, hein, celui qui a trop bien compris les choses et qui peut-être, ce n'est pas pour réparer le mal qu'a subi sa compagne, qui s'appelle Marie, c'est simplement probablement, bon, il est arrivé au bout de ce qu'il a pu faire, il n'a plus rien à prouver, et à mon avis, parce que je ne suis pas encore sûr de la raison pour laquelle il se jette dans le vide, je crois qu'il a perdu le contact. C'est sa pulsion de mort, comme le disait très bien Freud, qui a été plus forte que la pulsion de vie. Voilà. Donc c'est un incident, mais pas plus. Ce n'est pas une volonté de terminer une vie qui s'annonçait très forte. Il y a deux situations qui sont un petit peu ressemblantes et qui me font songer. Tu as parlé de Jean Giono. Il y a un de ses livres, celui que je préfère, Un roi sans divertissement, qui est l'histoire d'un officier sous Napoléon qui a mené une vie d'aventure extraordinaire et puis qui brusquement devient gendarme, disons, dans un petit chef-lieu dans la montagne, et il y a une série de meurtres dont il va finir par trouver le coupable. Et au moment où il pourrait être heureux, un peu comme le héros de ton livre, il assiste à un spectacle tout simple. On tord le cou d'une poule et le sang qui coule sur la neige, ce rouge sur le blanc. Et très peu de temps après, il se fait sauter avec un... C'est la fatalité qui frappe parfois des gens qui ont
trop réfléchis et qui n'ont pas suffisamment de simplicité pour tenir à la terre. On a très bien parlé de la terre, des voies, etc. C'est tellement important. Lui, il adore marcher, mais il marche pour réfléchir. C'est pas quelqu'un qui observe et qui note et tout. C'est pas un naturaliste, c'est quelqu'un qui pense tout le temps, jour et nuit. C'est peut-être ça son drame, c'est que bon, finalement, il a privilégié l'étude, la réflexion, au détriment, bien sûr, de la vie avec les autres. Alors, on n'a pas parlé du troisième défi. Oui, je vais te le dire. Le troisième défi, ça va peut-être vous choquer. Donc, le premier, c'était la sexualité. Le deuxième, c'était l'effort physique, la victoire physique. Le troisième, c'est le crime. Bon, vous me direz, oui, allusion à l'acte gratuit chez Gide, chez Dostoïevski, etc. Non, ce n'est pas du tout un acte gratuit. Il était, je vous l'ai dit, au-delà du bien et du mal. Mais néanmoins, il avait une sainte horreur des lâches, des traîtres, des profiteurs, des abuseurs. Et forcément, quand il a entendu l'histoire dramatique que Marie lui raconte, il s'est dit, bon, voilà quelqu'un qui est toxique, quelqu'un qui est nuisible, quelqu'un que j'ai peut-être l'envie d'éliminer. Donc il y a une idée chez lui d'éliminer les gens qui continuent de vivre alors qu'ils sont de véritables salauds, comme le disait Sartre, mais ni vu ni connu. Et alors tu pourrais peut-être nous lire. Oui, si tu veux. Quoi? Parce que justement. Qu'est-ce que je dois lire? Le passage de la rencontre avec le père de... Oh, ça, je n'ai pas prévu de lire ça, parce que c'est un très long dialogue. Oui, mais pas tout le dialogue, mais ils ont peut-être... Je préfère lire deux pages d'amour. Oui, vas-y. Parce que bon, ils se sont aimés formidablement bien, mais à leur manière, c'est-à-dire sans grande déclaration, etc. Ils vont faire un seul voyage en Italie, à Rome. Ils vont aller voir la Villa Borghese, parce qu'il y a une sculpture qu'ils veulent absolument voir. Mais le passage que je vais vous lire, je ne vous donne pas le contexte, mais c'est un moment extrêmement fort pour eux, où ils vont découvrir la volupté. Je n'ai pas entendu. Le passage où ils vont découvrir la volupté. Donc ça se passe dans une ville de province, au début de l'après-midi, et voilà. À l'heure alanguie où l'aurore aux doigts de rose va se mêler aux ombres fauves du soir, l'hôte nous offre un effroyable raki pour nous remercier d'avoir englouti patiemment son avarin de bélier, et surprise du chef tout à fait inattendue, à moins que ce ne soit une ruse homérique, il nous propose une chambre à l'étage pour prendre du repos. Faut pas cher, ajoute-t-il en clignant de son œil d'olive noire, tout en aplatissant ses paumes sur nos épaules fléchies. L'escalier est rude, mais la petite pièce est plaisante au premier abord. L'unique fenêtre éclaire obliquement un lit matrimonial, recouvert d'un couvre-lit bleuâtre aux dessins simplistes, imitant ceux des vases helléniques. Sur les murs, une photographie de l'acropole posant fièrement aux côtés de quelques touristes en grappe, un imposant chapelet pendu à un crochet, un modèle réduit de bouzouki et une icône représentant un saint hiératique et doré. Une chaise de cuisine, une table de nuit, un lavabo usagé de cantine, une penderie minuscule en contreplaqué, un miroir encadré de mosaïques et une deuxième porte donnant probablement sur des toilettes à la grecque complètent le décor. Une odeur persistante de sueur et de tabac imprègne les rideaux et la literie. Nous éclatons de rire avec un zeste de discrétion avant de nous laisser choir sur la fresque matelassée. L'un déshabille l'autre avec une délicate lenteur, vu l'inconfort de la position. Nous faisons glisser sous nos pieds l'encombrant couvre-lit et nous nous retrouvons dénudés sur un drap molletonné du plus bienfaisant effet. Nos sens s'allument, s'épient, se reconnaissent, se trouvent irrésistibles, et nous nous nouons comme la liane à l'arbre, l'espalier à la muraille, indissociables, infiniment faits pour s'étreindre et se fondre dans le creuset des corps. Notre ivresse
est totale et contagieuse, celle du désir, du vin, du courant qui n'a pas pu nous noyer dans ces vagues, celle de nos poitrines haletantes, de nos bouches luisantes, de nos seins de mangue, de nos ventres duvetés de corymbe de sureau, de nos mains liées avec du lierre, de nos sexes assaillis par des fourmis rouges, de nos genoux de sable, de nos reins de rivière en crue. L'univers tremble en nous et nous inonde d'étoiles. Nous gardons les yeux fermés sur notre étreinte. Elle doit être une fougère rare et secrète au cœur de notre forêt. Nous rêvons d'un rêve à l'autre. Des images, des scènes grandioses se bousculent dans nos têtes. Nous inventons, retrouvons la vraie vie. Nous sommes des dieux, des créatures de légende, des allégories resplendissantes, des figures bibliques, Samson et Dalila, repus, couverts d'amour, la poitrine dilatée d'une femme, le dos éreinté et la main abandonnée de l'homme sur le versant de son amante apaisée. Nous sommes des êtres de légende, emportés dans les volutes célestes. Nous reposons dans un firmament de félicité. Nous dormons peut-être du sommeil du plus fort amour du monde, celui du prédateur et de la proie, unis dans la même chair vaincue. Aura-t-il ce regard trouble de Philistin quand il entr'ouvrira la porte pour nous annoncer que la nuit est venue et qu'il est temps de quitter l'île de Calypso après avoir réglé la note? Voilà, c'est un roman qui est un grand roman, quoi, et qui appelle, qui éveille beaucoup de souvenances d'amoureux qui se tiennent de très près, comme Tristan et Iseult, et qui malheureusement, là aussi l'histoire finit mal, comme ici d'entendre dire, encore une fois, elle finit mal pour un, mais pas pour l'autre. Oui, je ne vais tout de même pas révéler le secret final. C'est vrai que pour lui, mais lui était maudit, il était presque prédéterminé à disparaître de manière tragique. Elle pas. Elle a subi le drame de l'inceste et elle méritait mieux. Ce qui fait que lorsqu'elle va se retrouver seule, elle va prendre le train quelque part dans une ville de province et va se rendre sur la côte, notre côte belge. Je n'en dirai pas plus, mais sa vie n'est pas terminée. Sa vie va retrouver du sens grâce à une personne qu'elle aura rencontrée quelques mois plus tôt. Ça veut dire que, quand on est brisé par la vie, il faut se souvenir qu'il y a toujours quelqu'un qui vous attend. Et ce quelqu'un peut vous redonner tout, c'est-à-dire le sens, la tendresse et finalement l'avenir. C'est ça. Et quant à lui, il s'appelle, moi ça me faisait songer un petit peu à Ulysse, tu parles à plusieurs reprises d'Ulysse, mais qui, en quittant Calypso, le mot est important, hein, oui. Calypso en grec c'est caché, oui. Dans le sens caché bien sûr, ne parviendrait jamais à revenir à Ithaque. Oui, tu as raison, c'est vrai qu'il a un côté, je dirais, épique. Déjà le fait de vouloir traverser un fleuve alors que c'est un nageur tout à fait médiocre, c'était déjà un risque presque fou. Heureusement, il va réussir, mais in extremis, je ne vous dis pas comment. Mais là, l'allusion homérique est présente dans le livre. Ils se déshabillent tous les deux et lui s'agenouille pour baiser la terre. La terre, c'est peut-être la seule vertu absolue dans laquelle il croit. La terre et bien sûr l'amour qu'il va découvrir par la suite. Ouais. Et d'ailleurs, c'est elle aussi, d'une certaine façon, qui va le sauver. Oui, parce que finalement, cette femme est vraiment merveilleuse, hein, tout en étant, je dirais, plongée dans son souvenir, dans ce souvenir misérable qu'elle aura dû subir pendant plusieurs années. Elle reste généreuse, elle reste profondément humaine. Et alors, ce qu'elle aime chez ce personnage masculin, chez Frédéric, c'est son côté maladroit. Elle sait qu'il est très intelligent, très lucide, mais en même temps, il est d'une maladresse incroyable dans tout, dans les rapports amoureux, parce que finalement, le texte que je vous ai lu, bon, c'est presque imaginaire, c'est de la poésie.
Ils ne l'ont pas fait, j'en suis sûr qu'ils ne l'ont pas fait. Enfin, je l'ai tout de même écrit parce que j'avais l'envie de l'écrire. Mais elle lui apporte ce don extraordinaire de la présence, de l'écoute, et surtout de cette espèce d'espoir que tous deux ont caressé très longtemps, c'est-à-dire sortir de soi, sortir de son personnage étriqué, l'un dans les études et la réflexion, et l'autre dans la mémoire, sortir de cela parce que vivre, ce n'est pas se recroqueviller, c'est au contraire s'ouvrir à l'autre. Je peux relire encore une fois les trois dernières. Marie lève la tête. La première étoile a percé la nuit. La fenêtre de l'appartement sera ouverte. Elle entendra le murmure de la mer qui y pénètre à petites vagues blanches. Selon les deux vers de Paul Éluard, tu es venu, le vœu de vivre avait un corps, il creusait la nuit lourde, il caressait les ombres. Oui, il y a une citation qui me vient comme ça à l'esprit, et je ne sais plus qui elle est célèbre. Compagnon des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. C'est d'Aragon, ça. C'est d'Aragon, peut-être bien. Ça veut dire sur l'autre cas. J'ai voulu terminer par de la poésie parce que c'est mon vice préféré. On en a suffisamment parlé tout à l'heure. J'ai voulu, cette fois-ci, travailler en roman parce que la poésie ne peut pas donner des réponses à tout. La poésie ne peut pas faire de l'analyse. La poésie, c'est une sorte de réconciliation avec le réel, c'est de la célébration. Mais un roman permet ce que seul il parvient à faire, il permet à l'auteur d'aller dans le fond des choses et d'analyser des comportements. Et c'est très important pour l'auteur de se dire, mais qu'est-ce que ce personnage a par rapport à moi? Qu'est-ce que je peux apprendre de mon personnage? En fait, c'est assez curieux parce que c'est la même personne, mais on a l'impression qu'on a quelqu'un de différent à côté de soi qui nous apprend beaucoup de choses. Donc le roman, c'est aussi quelque chose d'initiatique, de didactique, et qui permet de faire un peu son propre. Et nous découvrons, en écrivant un roman, des choses en nous-mêmes que nous ignorions. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. Très bien, voilà.